Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure du bilan. Vous connaissez l'émission, tous les dimanches, un invité vient faire le bilan sur plusieurs sujets. Vous allez retrouver vos rubriques habituelles avec les combats de l'invité. Avec celui-ci, on commentera des photos et des vidéos. Dans le bilan s'impose, on parlera de différents sujets. On terminera toujours avec les minutes outre-mer. Et notre invité du jour, vous le connaissez, Louis Georgetin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du CRAN, du Conseil représentatif des associations noires de France. Bienvenue sur notre plateau. Merci de votre invitation. Vous êtes prêt à commencer cette émission en parlant de vos combats? Je suis prêt. Eh bien, on passe tout de suite au combat de l'invité. Et votre premier combat, Louis Georgetin, la lutte contre le racisme, évidemment, c'est le combat de votre vie. D'ailleurs, vous êtes, comme on le disait, président du CRAN depuis 2011. Et c'est vrai que vous avez mené de nombreuses actions en justice auprès des administrations ou encore par des rencontres. Et j'ai vu notamment en 2014, comme vous êtes porte-parole du GICR, c'est le groupe d'intervention contre le racisme. Et à ce titre, vous êtes allé dénoncer l'album Tintin au Congo, notamment avec des stickers. Vous voyez, ces stickers avec écrit dessus « Roland raciste peut nuire à la santé mentale ». Et c'est vrai qu'à ce moment-là, la justice belge a elle-même déclaré que vu le contexte de l'époque, Hergé ne pouvait pas être animé d'une telle volonté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette affaire ? Alors, c'est une action parmi beaucoup d'autres que nous avons menée. Tintin au Congo est l'un des plus vendus à travers le monde. Et c'est un ouvrage qui est non seulement raciste, non seulement colonialiste, mais aussi carrément négationniste. Pourquoi ? Tintin, on se souvient, c'est un reporter. Il vint au Congo au début du XXe siècle, à une époque où il y a eu des millions de morts. Il se trouve que le roi Léopold était le roi des Belges, mais aussi du Congo. Et avec cette colonisation, il y a eu plusieurs millions, entre 6 et 10 millions de morts. Tintin y va. Non seulement il ne voit rien de ce qui se fait, mais la seule chose qu'il voit, c'est des Noirs évidemment ridicules, caricaturés, qui bâtissent même une statue à la fin. On le voit, ils lui font une statue, et ils adorent comme idole suprême Milou, le chien de Tintin. Vous avez été déçu de cette décision de justice en Belgique. Alors, effectivement, la justice belge a donné tort aux plaignants qui étaient là-bas et que nous soutenions, mais nous avons dit qu'au-delà de la justice, il faut sensibiliser les gens, et donc ces stickers humoristiques que nous avons plantés sur les livres dans la librairie Fnac, eh bien, avaient pour but de dire aux gens, n'achetez pas ce livre, et si vous voulez que vos enfants grandissent comme il faut, surtout évitez ça. Un sujet d'actualité. À Aulnay-sous-Bois, le 2 février 2017, le jeune Théo a été admis à l'hôpital suite à de multiples blessures de la part de la police. La qualification de viol a été mentionnée à plusieurs reprises dans cette affaire. On a vu également le chef de l'État se rendre au chevet du jeune Théo. Quel a été le rôle du CRAN à ce moment-là ? Alors, nous sommes évidemment montés au créneau. Nous avons contacté des associations partenaires, comme la Ligue des droits de l'homme, le MRAP, la LICRA et SOS Racisme. Nous avons demandé en urgence à être reçus par M. Cazeneuve, ce qui a été fait. Nous avons fait un certain nombre de propositions. J'en donne deux, on ne va pas énumérer un catalogue. Premièrement, évidemment, la question de la police des polices. Lorsque la police enquête sur la police, il n'y a pas de transparence, évidemment. Et c'est pour ça qu'on nous a sorti cette histoire de viol accidentel qui est tout à fait ridicule. Nous disons qu'il faut qu'il y ait des membres extérieurs à la police qui enquêtent sur ce genre d'affaires. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer un groupe d'intervention mixte des policiers et des gens qui viennent des associations, des journalistes, pour enquêter d'une manière équitable. Et d'ailleurs, ce n'est pas nous qui le disons, c'est l'Union européenne. Dans l'état actuel des choses, la police des polices n'est pas conforme au droit européen. Donc il faut un regard extérieur pour plus d'objectivité et pour éviter l'impunité. Aujourd'hui, les policiers, ils font ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas véritablement inquiétés. Et c'est vrai que votre combat contre le racisme a une dimension internationale. Vous êtes rendu en Mauritanie, au Gabon, Sénégal, aux États-Unis. D'ailleurs, vous dites dans une interview publiée en janvier 2015 sur France Info Outre-mer vouloir créer une coalition des Noirs du monde. Est-ce que finalement la France est avancée dans sa lutte contre le racisme par rapport aux autres États ? Voilà, quand vous faites le bilan des choses, est-ce qu'on est en retard ? On est plutôt en retard, en fait. Surtout si on prétend être la patrie des droits de l'homme, alors là, évidemment, c'est complètement ridicule. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, il y a des associations européennes qui font le bilan, qui classent la France. On est vraiment dans une médiocrité relative qui n'est pas glorieuse.
Et on va passer tout de suite à ce deuxième sujet qui vous est cher, Louis-Georges Tin, c'est la lutte contre l'homophobie. Alors je rappelle pour nos téléspectateurs déjà ce qu'est l'homophobie. C'est des manifestations de mépris, de rejet, de haine envers des personnes, des pratiques ou des représentations homosexuelles ou supposées l'être aussi, Louis-Georges Tin. Et c'est vrai que déjà, dès la fin des années 90, vous avez créé une association qui s'appelait Homo Normalité. Et en 2003, vous avez écrit un dictionnaire, le dictionnaire de l'homophobie, d'ailleurs signé, la préface avait été signée par l'ancien maire de Paris, Bertrand Delanoë. Est-ce qu'avec du recul, ça a pu faire avancer les mentalités ? Je crois que oui, il y a des lois qui ont été votées contre l'homophobie à la suite de cet ouvrage, et puis nous avons à la suite de cela proposé la journée mondiale contre l'homophobie. Cette journée est célébrée le 17 mai, dans 100 pays du monde. Plus de 130 aujourd'hui, au 130. début 40. Ouais. Et nous avons été capables de lancer des initiatives inédites au niveau des Nations Unies, au niveau de l'UNESCO. Et pour ce qui est de l'ONU, l'Assemblée Générale par exemple, avec Ramayad, nous avons déposé une déclaration qui a été signée par 97 pays, je crois. Et donc c'est une déclaration pour la dépénalisation universelle de l'homosexualité. C'est une première absolument historique. Et justement, quel est ce cheminement pour qu'un pays reconnaisse cette journée ? Quel est votre cheminement ? Alors, il y a en France, par exemple, ça s'est fait par la voie gouvernementale. Le gouvernement a dit, nous reconnaissons cette journée. Dans d'autres pays, c'est fait par le Parlement. Dans d'autres pays, c'est simplement le fait que des gens se mobilisent sur le terrain pour que la journée existe d'une manière ou d'une autre. Et effectivement, en janvier 2012, Louis-Georges Tin, une campagne internationale est lancée pour vous attribuer le prix Nobel de la paix. Alors, je rappelle pour nos téléspectateurs que cette distinction récompense une personnalité qui a le mieux contribué au rapprochement des peuples, qui a propagé aussi à travers ses actions du bien, faut le dire. Ça vous a touché, cette démarche, que des gens se mobilisent pour que vous ayez le prix Nobel de la paix, Louis-Georges Tin ? Oui, parce qu'au fond, c'était un peu le prix Nobel du cœur, puisque je ne l'ai pas eu, bien sûr, mais c'était une initiative un peu spontanée qui venait de beaucoup de pays. Donc c'est quelque chose d'extrêmement émouvant, en effet. Et notamment en juin 2012, vous avez fait une grève de la faim quelques jours après la nomination du gouvernement Hérault 2. Et cette action avait pour but de protester contre l'attitude du gouvernement qui, selon vous, ne respectait pas la parole de François Hollande. Parce que pendant la campagne de 2012, on s'en souvient, François Hollande s'était engagé justement à porter en faveur de la dépénalisation universelle de l'homosexualité. Est-ce que d'une manière générale, ça a pu faire bouger les lignes, cette grève de la faim, Louis-Georges Tin ? Alors, quelque peu. Il est vrai qu'il a été sensible, le président de la République, à votre geste ? C'est peut-être une pression politique, c'est plutôt une question politique, vraiment d'émotion. Mais la vérité, c'est qu'il y a encore 70 pays dans le monde où l'homosexualité est passible de poursuites pénales et parfois même de la peine de mort. Et on ne fait rien. On ne fait rien. La France avait été assez active pendant quelques années. Quand M. Hollande est arrivé, il a promis effectivement d'avancer là-dessus. Et finalement, il n'a pas fait grand-chose. Ça a été une vraie trahison pour vous. C'était une trahison. Comme une vraie trahison. C'était la première des promesses non tenues. Il y en avait quelques autres ensuite, évidemment. Comment vous est venue l'idée de faire cette grève de la faim ? Vous pensiez justement que François Hollande allait en être tellement sensible qu'il allait tenir sa promesse ? Mais oui, parce que nous avions des amis qui étaient en prison, qui étaient dans les geôles du désespoir, qui risquaient la peine de mort. Donc il y a des moments où il y a urgence. Donc il fallait absolument attirer son attention. Et il y avait en plus, je n'entrerai pas dans les détails techniques, mais il y avait un créneau. En fait, un créneau très très étroit au niveau des Nations Unies pour faire passer un texte. Et si on ne profitait pas de ce créneau, le texte échouait lamentablement. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Louis-Georges Tin, on va passer tout de suite à cette deuxième partie d'émission qui s'appelle L'œil du bilan. Et dans l'œil du bilan, cette habitude, c'est qu'on commente ensemble des vidéos et des photos. Et le premier point de cet œil du bilan, je l'ai appelé les biens mal acquis de la France. Alors vous allez comprendre pourquoi, parce que il existe un sujet qui vous tient à cœur, effectivement, c'est celui de la colonisation. Vous la considérez comme un crime, notamment les anciennes colonies françaises en Afrique, qui sont, selon vous, menées de graves crimes commis par la France. Et au Bénin, par exemple, où la France a établi une colonie au XIXe siècle, l'Hexagone, selon vous, s'est approprié des œuvres d'art qui ne lui appartiennent pas. Et c'est justement tout de suite la vidéo que je vais vous montrer et que les téléspectateurs vont regarder.
De quoi parle-t-on au juste pour le Bénin? De combien d'objets? De quel objet? Il y a à peu près 5000 pièces béninoises qui sont aujourd'hui en France et qui ont été apportées et volées pour la plupart pendant la colonisation en 1892-1894. Donc par exemple le trône des rois d'Abomey, l'ancienne capitale du Bénin, des sceptres royaux, des trésors inestimables qui ont aussi une valeur spirituelle, c'est de cela qu'il s'agit. Alors c'est vrai qu'à l'époque où vous aviez tenu ces propos, François Hollande n'avait pas encore répondu à la demande officielle du Bénin d'août 2007 de rendre ces trésors. Et le 8 mars 2017, l'Élysée a donné sa réponse. La France ne rendra pas ces objets. Comment vous expliquez ce refus ? Alors, c'est le Quai d'Orsay qui a répondu cela. Monsieur Hollande a lui aussi fait une réponse en disant qu'il n'était ni pour ni contre, bien au contraire, à son ordinaire. Alors, pourquoi la France répond de la sorte? Parce que la France reste profondément un pays marqué par le colonialisme. Et évidemment, c'est extrêmement choquant. Ce sont des objets qui ont été volés incontestablement. Et nous disons que le dialogue interculturel ne peut pas se fonder sur le pillage interculturel. D'ailleurs, la France va subir des conséquences de plus en plus embarrassantes de tout cela. Pas plus tard qu'hier, M. Sindika Dokolo, qui est le gendre du président Dos Santos au Bénin et qui est le plus grand collectionneur d'art africain, a posté sur lemonde.fr une vidéo dans laquelle il disait qu'il était choqué et qu'il a décidé d'annuler un certain nombre de prêts qu'il avait consentis au musée du Quai Branly. Il avait des objets qu'il leur prêtait. Il a dit, compte tenu de votre attitude, il n'en est plus question. Et je crois que la France va comprendre que restituer, c'est peut-être compliqué, mais ne pas restituer, c'est encore plus compliqué. Et vous aviez même lancé une pétition en 2013 destinée à 3 ministres, dont une en particulier, c'était Christiane Taubira. Parce que c'est vrai, quand Christiane Taubira était députée, elle vous soutenait. Et malheureusement, son passage au gouvernement l'a fait changer d'avis, ou elle est rentrée dans le moule. Comment vous l'expliquez, ça, cette contradiction? Vous l'avez pris comme une vraie contradiction et comme... Vous n'avez pas compris cette situation, Louis-Georges Tin. En tout cas, en 2005, Christiane Taubira a fait cette demande. C'est vrai que depuis, beaucoup de choses se sont passées. Quoi qu'il en soit, nous, cette campagne, nous l'avons lancée en 2013. Elle a quand même beaucoup avancé, parce que jusqu'alors, les pays africains ne faisaient pas formellement les demandes officielles de restitution, qui étaient pourtant légitimes. Donc nous avons réussi à convaincre le président du Bénin, et qui a dit, en effet, je fais la demande officielle. Donc déjà, ça, c'est une bonne chose de fait. Maintenant, il faut convaincre les gouvernements français. Si M. Hollande n'est pas convaincu, on attendra qu'il parte. Et nous verrons avec le prochain président, qui sera peut-être plus ouvert. En tout cas, je crois que c'est une question qui est indiscutable. Nous avons de plus en plus de soutien. Le Forum des rois et leaders traditionnels nous soutient. Nous avons été soutenus par M. Hamon, par quantité d'autres députés français ou béninois, par des rois du Bénin. Et aujourd'hui, le Parlement européen est saisi de cette question. Donc la France est en train de s'isoler. Et je crois que ce n'était pas très bon de répondre de la sorte. Ça donne une impression de mépris, et cela nuit à nos intérêts et à notre image. Vous avez même déclaré en 2016 que 90% du patrimoine culturel matériel de l'Afrique est en dehors de l'Afrique. Quelle Absolument. évolution vous constatez alors? Mais c'est un scandale. C'est-à-dire que les Africains qui veulent voir leur histoire ou la montrer à leurs enfants ne peuvent pas le faire, sauf à obtenir un visa, payer le billet d'avion, payer le musée, et il faut se rendre à ce moment-là à Tervuren en Belgique, au Quai Branly en France, au British Museum. Et donc nous disons que cela n'est pas sain, que cela n'est pas bon, et qu'aujourd'hui la France ne peut plus se permettre d'être à ce point arrogante, méprisante, et nous apparaissons non plus comme le pays des droits de l'homme, mais comme le pays des droits des voleurs. Maintenant, Louis-Georges Tin, vous montrez cette photo. Regardez, vous reconnaissez ce monsieur. C'est Éric Zemmour. Alors vous allez me demander pourquoi je vous montre cette photo. C'est parce qu'en 2014, vous avez saisi le CSA contre le chroniqueur d'RTL. Vous l'aviez même qualifié à l'époque de poison distillé par la station. Alors c'est vrai que tout cela nous amène, dans cette émission aussi, à réfléchir sur la frontière à ne pas franchir pour cette liberté d'expression. D'ailleurs, Éric Zemmour avait répondu au cran, on s'en souvient, c'était sur la chaîne iTélé. Il révélait du macartisme, autrement dit d'une chasse aux sorcières. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui à lui répondre, Louis-Georges Tin? C'est vrai qu'il ressemble un peu à une sorcière, Éric Zemmour. Mais au-delà de ça, je crois que nous avons gagné cette bataille.
car aujourd'hui, il a été écarté de nombreuses chaînes, de France O, de France 2, d'ITélé, RTL il reste encore un peu, et aujourd'hui... Vous souhaitiez carrément qu'il disparaisse du paysage médiatique? Que les propos racistes qu'il tient disparaissent. Aujourd'hui, il est toujours là, mais il y a des avocats qui relisent chacune de ces tribunes, et c'est pour ça qu'il n'y a plus guère de dérapage. Ça fait 1 an et demi, je crois qu'il n'a pas dérapé. Eh bien, c'est important. Il y a des limites. La liberté d'expression a des limites. Vous n'avez pas le droit, Justement, par exemple... Quelles sont ces limites, par exemple? Elles sont définies par le droit. Par exemple, vous n'avez pas le droit d'appeler au meurtre de tel ou tel. Sous prétexte que vous avez une liberté d'expression, non. Par exemple, les citations à la haine raciale, ou à la haine sexiste, ou homophobe. Donc, elles sont placées par la loi, et la loi et le CSA tracent les limites. Il est évident, puisque M. Zemmour a été condamné, qu'il était au-delà des limites. Et avec Le Cran, vous avez également dénoncé à plusieurs reprises des chroniques d'humoristes bien connus des Français, notamment celle de Nicolas Canteloup, qui avait tourné en dérision le génocide rwandais de 1994 dans un sketch sur Europe 1. Vous avez écho de ces plaintes derrière? Bien sûr, nous avons eu gain de cause, là aussi, le CSA nous a donné raison. 20 ans après le génocide du Rwanda, il a fait un sketch absolument dégueulasse, vraiment dégueulasse. Il se moquait des victimes d'une manière terrifiante, et nous avons demandé que ce sketch soit retiré. Il ne l'a pas fait, le CSA l'y a obligé. Il vous a déjà appelé, des humoristes vous ont déjà appelé suite à vos plaintes du CSA pour s'expliquer avec vous notamment? Ben lui non. Donc, mais d'autres oui, Éric Zemmour par exemple vous a... Non, alors qu'il n'est pas humoriste, il fait rire personne d'ailleurs, mais non, jamais. Enfin, des personnes dont vous plaignez au CSA, vous n'ont jamais recontacté après, en fait, ou essayé de s'expliquer aussi avec vous à travers... Non, ça n'est jamais arrivé. Les gens s'expliquent parfois devant le tribunal, mais ça se limite à cela. Et je le regrette, vous avez raison, parce que nous avions proposé une fois au CSA de faire une sorte de rencontre entre les parties prenantes, les humoristes, les chaînes de télé, les associations, et pour dire, voilà, pourquoi nous ne sommes pas toujours d'accord, pourquoi la liberté d'expression est à la fois précieuse, mais comme n'importe quelle liberté, elle a des limites. Par exemple, la liberté d'association, elle est légitime, mais vous ne pouvez pas faire une association de malfaiteurs. C'est interdit. Donc il faut qu'il y ait ce dialogue. Ce dialogue n'existe pas, vous avez raison, c'est une chose qu'on regrette. On l'avait proposé au CSA qui n'a pas voulu vraiment s'y engager. Louis-Georges Tin, on va passer tout de suite à cette troisième partie d'émission. C'est le bilan s'impose. Et dans le bilan s'impose, alors normalement, et la plupart du temps dans cette émission, nous avons des politiques. Vous êtes président d'association, évidemment, on ne va pas vous demander la même chose, hein, parce que généralement, dans ces sujets-là, c'est des politiques qui ne répondent pas trop à ces sujets. On va commencer avec ce premier point, avec la génération ultra connectée. C'est vrai que vous, Louis-Georges Tin, vous êtes agrégé de lettres modernes et maître de conférences à l'Université d'Orléans. On peut donc dire que vous êtes au contact direct de cette génération Y. Génération Y, c'est toute cette génération avec les portables, avec Internet ou tout autre objet connecté. Elle est aussi présentée dans la presse comme individualiste, ingérable, impertinente. La cause, c'est tous les réseaux sociaux, hein, Internet, l'invasion des écrans dans nos vies. Est-ce que vous partagez ce constat ? Alors, que les gens soient connectés, c'est une évidence. Qu'ils soient déconnectés du monde, je ne le crois pas. Simplement, ils ne réagissent pas de la même façon. Il y a une sociologie d'Internet. Et je trouve, au contraire, Internet a réussi à multiplier les canaux de mobilisation. Moi, je suis très, très souvent interpellé par des gens qui me disent, par Facebook, nous avons vu ceci, nous avons vu cela, c'est un scandale, il faut absolument réagir. Tout récemment, par exemple, une internaute a lancé une pétition pour que le mot nègre en littérature, vous savez, un nègre, celui qui écrit à la place d'un autre, soit remplacé par le mot porte-plume, plutôt prête-plume, et qui est le mot ancien qu'on utilisait avant. Eh bien, elle m'a dit, est-ce que vous pouvez nous aider? Elle a fait une pétition que nous avons relayée, qui a très bien marché. Nous sommes en train de discuter avec le ministère de la Culture pour qu'il y ait une recommandation officielle pour remplacer l'expression nègre par l'expression prête-plume. Eh bien, c'est par Internet. Et tout cela, je crois, démultiplie les capacités de mobilisation. Et toujours selon cette étude Cisco, alors quelques petites informations croustillantes qu'on a trouvées avec l'équipe de cette émission, 90% des jeunes vérifient leurs messages, mails et réseaux sociaux avant même de sortir du lit, Louis-Georges Tin. Ou alors on a encore, ne passe pas 10 minutes sans y jeter un œil, même inconsciemment. Quel rôle, selon vous, doivent avoir les parents, notamment pour les enfants ? Parce que maintenant, on a un téléphone portable très jeune. C'est vrai. Alors, il y a des inconvénients et des avantages à chaque outil.
pour le téléphone, il peut y avoir la connexion, c'est important que des parents sachent où sont les enfants. L'inconvénient, c'est l'abus. À l'école aussi, des enfants qui passent leur temps à l'école à lire les smartphones au lieu de regarder ce qui se passe de au tableau. ceux qui interdiraient le portable à l'école? Ça me semble nécessaire. Ça me semble évident d'ailleurs, tout simplement, parce qu'on ne peut pas être en train de... C'est comme si quelqu'un disait son journal, même pif gadget. Donc quel que soit le support, à l'école, on regarde le tableau, on écoute ce que dit le prof. Maintenant, quand on sort de l'école, on fait ce qu'on veut dans la cour de récréation, ça ne me dérange absolument pas. Et c'est vrai qu'il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que voir Internet infesté de publicités en tout genre. Les jeunes constituent les principales cibles aussi des marques sur les supports visuels. Qu'est-ce que justement vous pensez, vous, de ces marques qui profitent de l'explosion des nouvelles technologies pour en faire leurs affaires? Et là aussi, il faut des limites. Je ne crois pas à la liberté ils en sans profitent, limite. ils se disent Bien ça sûr. marche bien, les jeunes sont sur leur portable, sont sur les réseaux sociaux, on va en profiter pour faire passer quelques informations. Selon vous, il faut des limites, Georges Stein. Absolument. Une liberté sans limite, c'est l'anarchie. Donc il s'agit de liberté d'expression, de liberté d'association ou la liberté du commerce, il faut absolument des limites. Et les enfants, bien sûr, doivent être protégés, c'est l'intérêt de l'enfant. Il ne faut pas que l'on dise le laisser faire est absolu. Non, pas du tout, je ne suis pas de cette école de pensée. Et c'est vrai que cette jeunesse a une résonance toute particulière avec vos combats, puisque Internet a aboli les frontières physiques et tout à chacun est capable de rentrer aussi en contact avec d'autres personnes. C'est ce que vous disiez à l'instant, donc c'est une force pour vous. Oui, c'est une force. En fait, c'est un outil. Un couteau, je peux l'utiliser pour couper la viande ou les légumes, c'est très bien. Je peux l'utiliser pour aller tuer mon voisin, ce n'est pas bon. Donc il faut en toute chose des règles claires qui soient respectées et il ne faut ni trop de limites ni pas assez. Il faut trouver le bon équilibre, tout simplement. Parler maintenant d'un autre sujet, Louis-Georges Stein. C'est le débat sur le cannabis et notamment l'autorisation du cannabis en France. Alors c'est vrai que c'est un débat qui remonte à de très nombreuses années. Les gouvernements se passent un peu ce sujet de main en main en se disant il y a plus grave. Alors déjà, je vais le rappeler pour nos téléspectateurs, la différence entre légaliser et dépénaliser. Légaliser, ça signifie donner un cadre légal aux produits avec un type de consommateur assez limité. Dépénaliser, ça signifie qu'on renonce à punir pénalement les consommateurs ou qu'on baisse le niveau de l'infraction. Et c'est vrai qu'à ce sujet, Renaud Colson, qui est professeur de droit et co-auteur du livre Les drogues face au droit, a déclaré cette phrase: « Si on légalise le cannabis sous contrôle de l'État, cela garantit une traçabilité et donc un cannabis moins dangereux, car aujourd'hui personne ne sait ce qu'il consomme. » Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation, Louis-Georges Stein? J'y suis très favorable. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU. Il y a eu une assemblée générale de l'ONU sur ce sujet, avec 3 conclusions. Premièrement, la politique antidrogue depuis 30 ans est inefficace. Deuxièmement, elle coûte énormément d'argent. Troisièmement, elle a des conséquences racistes, parce que dans le monde entier, notamment aux États-Unis, mais c'est le vrai aussi en France, on a utilisé la répression anti-stup pour marginaliser et réprimer certaines populations racisées. En France, les Noirs et les Arabes, très clairement, ont payé le prix fort alors qu'ils ne consomment pas plus de drogue que les autres. Mais ça a été choisi pour justement les mettre sous pression. Et nous savons bien sûr que le contrôle aux faciès, bien souvent se fonde sur la présomption de consommation de drogue. Donc c'est inefficace, c'est très cher et c'est raciste, c'est politique. Donc l'ONU, qui le dit, c'est pas moi, demande que tous les pays du monde réfléchissent à un nouveau cadre légal qui serait plus favorable à ce que dit effectivement M. Colson. Alors à l'inverse, évidemment, il y a des opposants. On a notamment Étienne Appert. Alors Étienne Appert, c'est le président de la mission interministérielle, le nom est long, mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie. Alors lui, il souligne que les criminels ne sont pas fixés sur un produit, mais sur l'argent. Si on légalise le cannabis, ils se reporteront vers les drogues dures, comme la cocaïne et les autres drogues de synthèse. C'est un risque selon vous, ça? Mais c'est déjà ce qui se passe aujourd'hui. Encore une fois, toutes ces politiques, elles ont échoué lamentablement. Donc aujourd'hui, la plupart des gens disent, qui soutiennent ce monsieur, disent au fond, restons dans le statu quo, ne faisons rien et contentons-nous de voir un peu des générations sacrifiées. Ce n'est pas une bonne chose. Pour ma part, je n'ai jamais fumé ni quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout mon truc. Mais je constate que ce qui se passe aujourd'hui est extrêmement nocif. Il y a des générations entières qui sont tombées à cause de la drogue. Non pas à cause de la drogue, mais à cause de la manière dont on organise la politique anti-drogue. Et je trouve qu'il faut clairement mettre les choses sur le tapis. Il y a de plus en plus d'États qui dépénalisent, voire qui légalisent. Regardons ce qui se passe en Californie, ce qui se passe aux Pays-Bas, et essayons d'en tirer des conséquences intelligentes, sans a priori, sans idéologie. On va passer tout de suite, Louis-Georges Stein, à la toute dernière partie de cette émission,
c'est les Minutes Outre-mer. Et dans les Minutes Outre-mer, je vais vous parler de la représentation de l'Outre-mer en période électorale. Et si je vous parle de ce sujet, Louis-Georges Tin, c'est qu'en 2015, vous avez saisi le CSA car selon vous, les médias nationaux n'ont pas tenu compte des résultats de l'Outre-mer lors des régionales. Vous dénoncez, je cite, que toute la presse indiquait que la droite avait gagné cette région et la gauche 5, sans tenir compte des 4 régions d'Outre-mer, ce qui change la donne. D'ailleurs, vous expliquez aussi que vous en avez marre que l'Outre-mer compte pour du beurre et que ce mépris régulier constitue à la fois un déni de démocratie et une forme de racisme par omission. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette affaire? Oui, dans l'affaire des régionales, c'était très simple. À 19h ou à 20h, on montre les résultats avec la carte électorale. Je dis, tiens, c'est bizarre, il manque l'Outre-mer. Alors, on me dira, les Antilles-Guyanes n'ont pas encore voté à 20h, mais la Réunion ça a été a des déjà arguments, voté. effectivement, à ce moment-là, de Voilà. nombreuses personnes qui disaient qu'en fonction du décalage horaire, ils n'avaient Voilà. pas encore voté. Sauf que pour la Réunion, c'est faux. La Réunion avait déjà voté depuis 2 heures. Les résultats étaient tombés très tôt. Et ils n'étaient pas pour autant montrés à la télé. Et puis le lendemain matin, pour le coup, on avait déjà tous les résultats de l'Outre-mer, y compris dans les Antilles-Guyanes, et ils n'étaient pas donnés pour autant. Donc les gens en ont assez, finalement, et je crois qu'ils ont raison. Ils payent une redevance, et finalement, ils ne sont pas pris en compte. Alors c'est un exemple parmi beaucoup d'autres, mais c'est très symptomatique quand même, les élections. Pareil, moi j'ai ici mon passeport, je pourrais vous le montrer. Dans le passeport, vous avez Je vais pas toutes les vous demander régions. votre passeport. Mais je pourrais vous le montrer quand même. Mais si vous regardez, vous avez toutes les régions de France métropolitaines qui sont montrées, et puis les régions d'outre-mer sont à la fin dans un sac, ensemble, et alors qu'il y a une page par région. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc c'est quand même important, les élections, le passeport, et puis c'est tout le reste. Il y a la Guyane, il y a Mayotte. Et notamment pour la météo, alors. La météo, c'est pareil. Alors là, Alors, je prends des certaines choses... chaînes le font. Alors, ça a changé, justement, parce qu'on a saisi le CSA. Ça vient de vous, ça? Absolument. Absolument, parce qu'elles ont, évidemment, se sont fait taper sur les doigts. Mais je dis que c'est pas seulement des choses symboliques. Après, c'est la réalité économique. Quelle attention accorde-t-on à Mayotte? Quelle attention accorde-t-on à la Guyane? Quelles sont les mesures politiques qui sont prises au-delà des médias? C'est tout ça qu'il faut évidemment dénoncer. Alors d'ailleurs, le CEFROM, c'est le Conseil représentatif des Français d'Outre-mer, par son président, par intérim, qui s'appelle Jean-Michel Martial, avait également écrit à ce sujet dans un courrier intitulé « L'Outre-mer absente des écrans ». Pourquoi vous avez fait bande à part finalement? Parce que lui aussi, c'est ça. On n'a pas fait bande à part, je crois qu'on a regardé la télé en même temps, qu'on a été tous les deux choqués, qu'à la même minute, nous avons écrit nos communiqués de presse qui disent la même chose, et qu'on les a envoyés au CSA en même temps. Et après, vous n'êtes pas joint, essayez de tenter de vous joindre C'est pour même pas la l'union peine. fait la force. C'est même pas la peine, parce que le CSA nous a donné raison, on disait la même chose, le CSA a répondu aux deux en disant vous avez raison. Merci beaucoup, Louis-Georges Tin, Merci de votre d'avoir invitation. accepté notre invitation. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le président du CRAN, le conseil représentatif des associations noires de France. Merci et bonne continuation dans Merci. vos combats. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite avec un nouvel invité qui va venir sur notre plateau faire son bilan. Prenez soin de vous.